comment maximiser les crédits d'impôt de recherche et développement tout en minimisant les risques d'audit par l'ARC. Alors, c'est beau de maximiser, mais il y a une limite à ce qu'on peut faire. On doit gérer le risque qui vient avec. Et donc, ça devient une question d'équilibre. On veut pousser, tout le monde veut pousser, mais on ne veut pas pousser trop. Et donc, c'est là que le doigté et l'expérience font une différence. D'abord, une diapo en fait pour présenter Emergex. Moi, je n'ai pas de diapo pour me présenter, mais je suis Pierre Savignac, le président et fondateur d'Emergex. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn, Pierre Savignac. Et en fait, je vais me connecter avec vous. Soyez pas surpris et acceptez, s'il vous plaît, mon invitation, vu que j'ai pris en note vos noms. Donc, une diapo pour nous présenter. Question que vous sachiez, question d'établir un peu la crédibilité du conférencier. Donc, Emergex RSEDE Subvention est une firme spécialisée en réclamation de crédits d'impôt de recherche scientifique et développement expérimental et d'autres programmes comme les affaires électroniques, le programme d'aide à la recherche industrielle et d'autres subventions à l'innovation. C'est notre spécialisation, c'est les subventions à l'innovation. Notre équipe, à travers le Canada, a l'expérience de milliers de projets réclamés. On a réclamé pour environ 1 millier d'entreprises depuis maintenant 30 ans. Et notre équipe, c'est des gens qui ont des formations techniques parce que le programme, il est très technologique, il est principalement technique, alors que des programmes de subvention, souvent, c'est des formulaires, donc c'est plus administratif de par leur nature. Dans le cas des crédits d'impôt, on parle de technologique et donc on a des PhD en informatique et des maîtrises en génie et des baccalauréats dans des professions techniques. Ingénieur, gestionnaire de projet, comptable, fiscaliste. Le taux de succès ici signifie que pour chaque dollar qu'on réclame, il y a seulement 2 sous qui sont perdus au griffe de Revenu Canada après audit. Donc, le crédit d'impôt est très prévisible comme programme, beaucoup plus que des subventions peuvent l'être, et d'autant plus que, on a tellement l'expérience qu'on sait effectivement quoi réclamer, quoi ne pas réclamer et comment le réclamer avec succès. Et nous sommes payés à pourcentage. Nos clients payent un pourcentage sur les crédits d'impôt qu'ils vont chercher. Donc, il n'y a pas de tarif horaire en général. Et ça fait de nous, entre autres, la firme la plus spécialisée en technologie de l'information au Québec, bien qu'on touche à tous les secteurs industriels. Alors, qu'est-ce que c'est que la RSCDE? Puis, le volet finance et fiscalité, les erreurs à éviter. Pour le volet technologique, quelles sont les meilleures pratiques? Et période de questions. Mais vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure si c'est plus facile. Alors, la RSCDE, c'est l'acronyme de Recherche scientifique et développement expérimental. Donc, c'est un sous-ensemble de la recherche et développement qui correspond à des critères particuliers. Un programme qui est en vigueur depuis 30 ans ou même depuis le lendemain de la guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, dépendant de la définition de ce que c'est que la RSCDE. L'objectif stratégique est d'encourager les investissements en recherche et développement au Canada plutôt qu'à l'étranger. Donc, ça se voulait toujours pour faire le contrepoids aux ressources naturelles qui représentent beaucoup de richesses pour le Canada, mais ne sont peut-être pas aussi stratégiques ou autant des valeurs ajoutées que des produits ou des services technologiques. Ce programme-là est considéré comme stratégique pour la compétitivité du Canada face à une mondialisation. Plusieurs autres programmes maintenant ont des programmes de crédit d'impôt, de subventions similaires. Et c'est à la fois un programme fédéral. Le fédéral contribue à hauteur de 3 à 4 milliards de dollars par année, ça varie. Ça varie selon les demandes qui sont déposées. Il y a 18 000 demandes par année qui sont déposées et on distribue 3 à 4 milliards de dollars. Le fédéral distribue cette somme. Donc, ça en fait un programme qui est énorme. Le Québec ajoute, juste pour les entreprises du Québec qui réclament, le Québec ajoute 500 millions de dollars. Donc, au total, à travers le pays,
avec toutes les provinces, ça fait aux environs de 5 milliards de dollars. Et ça en fait un des incitatifs les plus généreux au monde. Maintenant, combien réclamer? Souvent, les gens sont surpris de voir les chiffres. Est-ce que vous voyez ma souris quand je me déplace autour des chiffres? Oui. Au-dessus, c'est bon, là-bas, très bien. Donc ici, les gens sont souvent surpris qu'on peut aller chercher jusqu'à 74 au Québec des salaires. On peut recevoir ça comme remboursement en crédit d'impôt. Donc, ce n'est pas juste 50 ou 30 Et les salaires, c'est souvent la dépense la plus importante de l'entreprise en plus. Mais on peut aussi réclamer des honoraires de sous-traitants. Donc, si vous donnez votre recherche, une partie de vos travaux de recherche à un consultant ou à une firme séparée, une firme indépendante, vous pouvez aller chercher 38 des honoraires que vous avez collectés. Si votre entreprise est de nature manufacturière ou des sciences de la vie plutôt qu'informatique, parce qu'en informatique, il n'y a pas vraiment de matériaux consommés, mais dans d'autres domaines technologiques, il peut y en avoir. Et là, vous pouvez aller chercher 35 de ces matériaux consommés ou détruits que vous pouvez aller chercher en subvention. Et vous avez des salaires administratifs où on peut chercher une petite part de salaire administratif. C'est juste un complément intéressant. Laissez-moi, j'ai manqué ici. Ça a sauté un peu rapidement. On revient. Donc, ça, c'est le taux maximal pour des petites entreprises, sociétés privées sous contrôle canadien. Alors qu'à droite, vous avez les taux minimums qui s'appliquent généralement pour les entreprises étrangères ou des entreprises qui sont cotées en bourse. Ces chiffres-là sont en train de changer parce que le programme évolue constamment. Et pour le début dans les prochains mois, les taux changent et les conditions changent. Au Québec, ce qu'on constate, c'est que le premier 50 000 de dépenses n'est pas admissible au crédit d'impôt. Et donc, ça fait en sorte que le programme est plus intéressant à partir d'une certaine taille d'entreprise que pour les petites. Et le coût de réclamation aussi, il y a quand même un investissement important, ce qui fait en sorte que généralement, il faut considérer avoir probablement au moins 50 000 de salaire admissible pour pouvoir dire, ça y est, je vais faire une demande de crédit d'impôt. Alors, sur le plan des critères, comment on se qualifie pour qu'un projet d'entreprise se qualifie au programme de RSEDE, il faut qu'il satisfasse à 3 critères en même temps. Alors, imaginez, c'est le processus, les critères se veulent modeler le processus de recherche scientifique. Donc, quand on cherche à résoudre un problème, développer un produit, créer un nouveau processus, on pose d'abord la question, qu'est-ce qui est disponible dans le marché? Alors, on ne veut pas dépenser pour rien. Alors, on va commencer par regarder sur le web. On va s'informer auprès de gens compétents avec les formations, des diplômes appropriés. Et on va poser la question, est-ce que ce que je veux faire, ça se fait avec ce qui est de la pratique courante? Si oui, bon, on va droit au but, on passe directement de A à B. Mais dans le développement technologique, quand on a la situation où on a examiné ce qui est disponible dans le marché, sur le web, dans Wikipédia, dans la littérature, dans les papiers académiques, en discutant avec des collègues diplômés, si on n'a pas la réponse, on a à ce moment-là la présence d'un mur technologique, donc une incertitude technologique. Et pour la surmonter, on va mener une première expérience, un premier prototype ou une première itération d'une activité expérimentale. Et bien, si on va arriver directement au but, on est chanceux. Il n'y avait peut-être pas une grande incertitude technologique, mais on peut imaginer qu'on n'est pas nécessairement arrivé au résultat voulu. Et donc, on a un cul-de-sac. On ne réussit pas à faire fonctionner notre technologie, ou on réussit à la faire fonctionner, mais c'est tellement lent que ce n'est pas utilisable, ou encore ce n'est pas stable. Et dans ce cas-là, on va dire, je dois encore réexpérimenter. Et on va mener une deuxième expérience, mais on a quand même quelque chose qu'on a appris.
On a une partie de l'information qu'on a documentée qui nous permet de dire, ben ça, c'est la partie qui marche dans mon projet, mais maintenant, je vais repartir d'un point. Je vais éliminer la partie qui ne marchait pas et je vais essayer autre chose. Et là, on a une deuxième itération et on a la même chose qui se produit à nouveau. On repart en cours de route et on arrive à trouver une solution ou pas. Alors, il faut comprendre d'abord que ce qui est important, c'est de s'être rendu au bout du processus de recherche scientifique et d'arriver à une conclusion qui peut être négative. Alors, on peut arriver à dire, écoute, c'est pas possible d'atteindre l'objectif que je cherchais au départ parce que il n'y a pas de technologie pour ça, j'ai essayé différentes choses, ça ne marche pas, c'est pas possible. Donc, l'avancement, il est négatif, mais c'est parfait. Ça fait en sorte que c'est quand même subventionnable, ce projet-là. Et s'il y a une réponse qui est positive, on a réussi à surmonter l'obstacle technologique, c'est tant mieux. Et puis, on est subventionné en plus pour avoir tenté ces différentes étapes. Alors, on parle ici de choses comme des hypothèses. C'est des hypothèses qui sont menées. On arrive à des conclusions logiques et on fait avancer la base de connaissances. Donc, c'est des mots ici que j'utilise qui sont qui font passer à de la recherche pure, mais appliqué à une entreprise technologique, une petite entreprise, c'est sûr qu'on n'utilise jamais le mot hypothèse. Hein. On fait une étape, on fait un projet, on fait un scrum, on fait un sprint, mais on ne va pas nécessairement parler d'hypothèse. Mais on veut quelque part documenter la demande de crédit d'impôt avec ces mots-là parce qu'on veut se rapprocher le plus possible de la démarche scientifique. Pierre, Oui, si tu le permets, je t'en prie. oui, j'avais deux questions. Vous avez parlé, est-ce que, vu que c'est de la recherche et c'est subventionnable, la première question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut publier? La deuxième question, c'est de savoir si vous avez parlé de 3 itérations, est-ce que c'est le maximum ou bien on peut aller à plus N subventions, à N itérations? Ah, les itérations, il n'y a pas de minimum et de maximum, mais on dirait que plus il y en a, mieux c'est. Parce que là, ça veut dire qu'il y a eu, c'était plus difficile encore qu'on le pensait. On a dépensé davantage. Donc, plus il y en a, mieux c'est. Et ce n'est pas nécessaire de publier. Donc, on n'est quand même pas en train de faire de la recherche pure où le résultat ultime, la publication dans des revues, c'est un peu ce que les chercheurs veulent. Dans le cas d'une entreprise, ici, la publication, ce n'est pas nécessaire et elle va souvent, au contraire, on va garder confidentielle notre démarche. On ne veut pas communiquer à personne qu'on a rencontré des obstacles et comment on les a surmontés. Ça doit rester confidentiel la plupart du temps. Si vous voulez le publier, vous pouvez, mais généralement, les gens font exprès pour, au contraire, garder ça très confidentiel. Sur le type de dépenses, on a parlé des salaires. Les salaires, c'est de loin la dépense la plus importante pour beaucoup d'entreprises technologiques et c'est aussi là où on a le taux de crédit d'impôt le plus élevé, ou jusqu'à 74 %. Maintenant, le type de salaire ou de rémunération change d'une personne à l'autre. Et là, ce qu'on a, c'est deux cas. On a le cas de l'employé déterminé, qui est un actionnaire à 10 % ou plus. Donc, c'est le fondateur de l'entreprise, son associé, peut-être un employé clé à qui on a donné 10 % des actions. Ces gens-là ont un traitement différent parce que l'actionnaire qui est majoritaire ou qui est un actionnaire associé, il a probablement la capacité de jouer sur son salaire. Il pourrait dire, écoute, je vais me verser le salaire pour maximiser mes crédits d'impôt. Alors, ici, dans cette optique-là, il y a des limitations ou des choses qui sont surveillées. Dans le cas du salaire de base, c'est facile, on a le même taux de crédit d'impôt. Par contre, dans le cas des dividendes, ça ne donne pas du tout. C'est une rémunération qu'un actionnaire peut souvent se donner, mais ça ne donne pas du tout de crédit d'impôt. Ensuite, un boni, c'est là qu'on voit une différence entre les deux. Pour un employé déterminé, se verser un boni, ce n'est pas du tout générateur de crédit d'impôt, alors que pour un employé, ça l'est.
Fait qu'on va voir ici le boni. Il y a deux situations qui s'appliquent, mais essentiellement entre 55 et 74 de crédit d'impôt sur le boni parce que l'employé qui a 1 ou ben, qui n'a pas d'action ou qui a 9 des actions, il ne décide pas sa rémunération, c'est décidé pour lui. Et son boni, on considère qu'il est neutre, si on veut, et donc sujet au crédit d'impôt. Ça fait partie de sa rémunération, autrement dit. Et puis, profit, boni lié au profit, c'est un autre type de boni qui n'est pas lié sur la performance, comme on l'a vu ici. Et là, à ce moment-là, le taux de crédit d'impôt va être plus bas. Et ça vous amène des recommandations possibles. C'est qu'imaginez, si vous avez le choix dans l'entreprise, c'est verser du salaire plutôt qu'un boni ou un dividende, surtout pour les actionnaires. Donc, puis je vais vous donner l'exemple, un cas vécu. Un entrepreneur technologique se versait peut-être seulement 50 000 dans l'année de salaire. Et puis, au moment où sa fin d'exercice approche, il y a un contrat qui lui a été, qui a gagné. Et là, il s'est versé un boni de 150 000 de plus au dernier moment. Et puis lui, il dit, ben, écoute, je fais ça parce que tant que je n'ai pas le cash dans le compte de banque, je ne vais pas me verser un gros boni. Mais maintenant que le projet est payé par le client, ben, je peux me verser ce boni-là. Alors, c'est une erreur parce qu'il n'y avait pas droit de crédit d'impôt sur ce boni-là. Et il aurait fallu qu'il transforme ça en disant, écoute, je vais me verser un salaire plus élevé graduellement pendant les prochains mois ou la prochaine année avec cet argent-là qui vient d'entrer dans les coffres de l'entreprise. Et ce salaire plus régulier-là va me donner un crédit d'impôt qui, lui, va être beaucoup plus payant. Là. Alors, on peut imaginer son 150 000 de crédit d'impôt, là, ça y a peut-être coûté son 150 000 de boni aurait pu lui donner jusqu'à 120 000 de crédit d'impôt parce qu'il était très technologique, lui. Il avait la main à la pâte. C'était un PhD en informatique, en intelligence artificielle. Alors, il se serait qualifié pour aller chercher une part importante de son salaire, de son boni, transformé en salaire en crédit d'impôt. La sous-traitance est un autre endroit où il faut se méfier. Et en connaissant les règles du programme et en écoutant cette présentation-là, vous permettra d'éviter des surprises ou des déceptions le jour où vous réclamerez des crédits d'impôt pour des honoraires payés à un sous-traitant. Alors, là, vous avez deux cas qui se présentent. Imaginez comme entreprise, vous engagez quelqu'un, un travailleur autonome, un consultant ou une firme pour faire une partie de votre développement technologique. Vous le payez, donc c'est votre sous-traitant et vous êtes le donneur d'ordre. Mais l'inverse se présente aussi. Si vous dites, je vais réaliser un contrat, un projet pour un grand client, le client qui est votre donneur d'ordre, c'est vous qui devenez le sous-traitant. Et la question se pose dans ces deux cas-là, qui peut réclamer des crédits d'impôt? Et la réponse, ce n'est pas celui qui paye qui peut réclamer, et la réponse, ce n'est pas celui qui a la propriété intellectuelle qui peut réclamer, c'est plus subtil que ça. Il y a plusieurs critères à évaluer dans la balance. Alors, le payeur ici, qui est le donneur d'ordre, et l'exécutant, qui est le sous-traitant. Alors, une des questions, c'est qui contrôle le développement expérimental? Et c'est généralement la plus importante des questions. Alors, ce n'est pas celui qui paye qui est le mieux placé, c'est souvent celui qui va faire la recherche et le développement. Ensuite, la propriété intellectuelle. Ça rentre dans la balance. Si vous voulez augmenter les chances que votre travail soit celui qui a le droit de réclamer de la recherche et du développement, bien, avoir la propriété intellectuelle ou négocier avec votre client que vous avez la propriété intellectuelle va vous aider. Les autres choses, c'est qui assume le risque technologique. Si c'est vous qui faites la recherche et le développement, probablement que c'est vous qui assumez le risque. Mais si vous donnez le contrat à quelqu'un et vous lui dites, je te paye 5 000 $ pour réaliser telle étape de mon produit technologique, c'est lui à ce moment-là qui prend le risque technologique et financier.
Ensuite, qu'est-ce qui a été demandé? Est-ce que c'est des services de recherche et développement qui sont commandés? C'est rare, mais ça arrive, surtout dans les sciences de la vie, par exemple. On va donner une entreprise pharmaceutique va donner un contrat à une firme de recherche et va dire mène cette recherche-là. Tu n'es pas obligé d'avoir un résultat, mais tu es obligé de faire de la recherche. Et donc, c'est ce qu'on appelle ici, on commande des services de recherche et développement. Alors que commande d'un produit, c'est le cas le plus fréquent que vous risquez de voir. C'est par exemple si vous travaillez pour un client et vous faites de la recherche et du développement, votre client va vous dire, regarde, moi, là, je veux que vous développiez un module logiciel qui fait telle et telle chose. Et puis, garde, viens pas me dire que tu as fait de la recherche puis que ça ne marche pas puis qu'il n'y a pas de résultat. Non, non, non. Moi, comme client, là, je paye pour qu'il y ait un produit à la fin. Et donc, si votre client vous paye pour développer un produit, c'est vous qui vous trouvez à ce moment-là à assumer un risque et c'est vous qui êtes dans la meilleure position de réclamer la recherche et le développement. Fait qu'imaginons dans ces critères-là, au cas, puis chaque cas est à évaluer en fonction de ces différents critères. Et à la fin, j'ai un exemple ici où on dit, ben là, c'était l'exécutant. L'exécutant faisait le développement technologique. Il s'est fait commander des services de recherche et développement. Il a assumé le risque technologique. Il est plus probable que ce soit lui qui est placé pour réclamer les crédits d'impôt plutôt que le payeur. Le payeur, lui, ben, il paye, mais il ne peut pas réclamer de son côté la recherche et le développement parce qu'on veut éviter le double dip. Pour s'assurer de ça, c'est utile d'avoir un contrat entre un sous-traitant et le donneur d'ordre, donc entre l'exécutant et le payeur, où le contrat va spécifier les rôles et surtout qui des deux va réclamer la RSCDE pour éviter le double dip, pour éviter que les deux, sans se parler, réclament. Et ça, on le voit régulièrement. Une entreprise va réclamer les crédits d'impôt alors qu'elle livre un projet pour une autre. Et puis, quand on pose la question, est-ce que ton client réclame aussi les crédits d'impôt? La réponse, des fois, c'est ben, je ne sais pas, mais je préfère pas le savoir. Parce que si je le savais, il faudrait qu'on négocie entre nous pour savoir lequel des deux peut réclamer la R&D. Alors, vous voulez probablement vous éviter ce genre de situation délicate en prévoyant d'avance qui va réclamer les crédits d'impôt. Alors, imaginez un cas, votre client vous donne un projet de développement et vous faites le développement. Et à ce moment-là, vous voulez que dans votre contrat, vous dites que pour les prestations énumérées à l'annexe X, le client ou le consultant, ici, ça serait le client s'engage à ne pas réclamer des crédits de RSCDE et le client confirme que l'entreprise, c'est-à-dire vous, détient la propriété de l'avancement technologique et est la seule des deux ayant le droit de réclamer les crédits d'impôt de RSCDE. Avec un contrat comme ça, vous êtes bien protégé contre des questions de Revenu Canada. Toujours au niveau de la sous-traitance, des fois, on voit une entreprise qui donne, imaginez, vous, dans votre cas, par exemple, si votre client, vous avez un client qui vous demande de faire du développement technologique, vous voulez quelque part documenter ce que vous avez fait comme recherche et développement, beaucoup avec des feuilles de temps, avec des plans de projet et avec des documents de spécification. Et c'est encore mieux si vous avez aussi dans vos factures du détail, le détail sur les activités que vous avez menées. Mais c'est encore plus important si vous donnez en sous-traitance à quelqu'un de la recherche et du développement, vous voulez vous assurer que les factures que vous recevez, ce n'est pas juste programmation, 25 heures, tant de dollars. Ça, on voit souvent ça, des factures pas détaillées, mais ça, c'est mortel. Parce que le jour où Revenu Canada ou Revenu Québec va poser la question, si vous voulez réclamer les crédits d'impôt de votre sous-traitant, on veut savoir, nous, Revenu Canada et Revenu Québec, la preuve qu'ils ont vraiment fait de la recherche et du développement. Et si c'est marqué juste programmation, c'est trop vague, ça va être refusé. Et donc, vous devez
dans les factures, avoir plus de détails, où c'est marqué 3 heures, investigation sur le problème technologique de telle interface. 4 heures, évaluation des solutions possibles à l'obstacle technologique rencontré. 12 heures, développement d'une première étape tentant de résoudre l'obstacle technologique. Et donc, ce niveau de détail-là va vous permettre de dire quelles lignes sont de la recherche et du développement et quelles lignes, c'est de la pratique courante. Donc, ces factures sont souvent examinées par Revenu Québec en particulier, va déposer des questions complémentaires sur le plan financier, pas juste Revenu Canada. Donc, si c'est un projet à forfait et que vous dites, je n'ai pas besoin de donner de détails, ce n'est pas de la facturation à l'heure que je fais, c'est un livrable, je suis payé 10 000 pour livrer le projet, je n'ai pas besoin de découper, d'être plus précis que ça, le client ne me le demande pas. Vous êtes mieux de découper vos livrables et de documenter ça. Et si c'est à l'heure, donc facturation à l'heure, l'exemple que je donnais où il y avait des heures, puis vous voulez découper là, chaque activité. Donc, détailler les activités réalisées afin de distinguer celles qui sont admissibles de celles qui ne sont pas admissibles et identifier le nombre d'heures par activité. Un sous-traitant canadien doit avoir des employés canadiens. Donc, on voit des fois des entreprises qui nous disent, mon sous-traitant, oui, il est basé à Toronto. Et puis, nous, on pose la question, mais ces employés sont-ils à Toronto ou sont en Inde? Et il faut que ce soit des Canadiens, des payeurs de taxes canadiens pour pouvoir se qualifier au crédit d'impôt. Donc, il faut que les entreprises soient canadiennes, soient des payeurs d'impôts canadiens. Même chose pour les employés. Les transactions doivent être réelles. Donc, on veut que la facturation soit faite au bon nom d'entreprise. Parce que des fois, il y a des entreprises qui sont des sociétés sœurs et on prête une ressource à une autre et on va avoir des facturations intercompagnies. C'est correct, ça se fait. Sauf qu'ici, il faut les documenter parce que, encore là, une facturation intercompagnie, c'est facile de dire, je n'ai pas besoin de documenter puis de contrat. J'ai ma main droite qui travaille avec ma main gauche. Mais ça, c'est quelque chose que Revenu Canada et Revenu Québec n'accepteront pas. Alors, il va falloir à ce moment-là documenter la transaction si vous êtes pour la réclamer en recherche et développement. La combinaison avec d'autres programmes. Alors, avant d'appliquer à d'autres subventions, des prêts et des programmes d'aide, il vaut mieux demander conseil. Parce qu'il pourrait y avoir des conséquences négatives sur les crédits d'impôt de recherche et développement. Les programmes s'entrecoupent et se cannibalisent. Donc, on ne peut pas réclamer le même dollar 2 fois, même si pour un projet, on peut réclamer 2 programmes de crédit d'impôt et subventions. Ce qu'on voit, par exemple, dans le cas des crédits d'impôt, il y a des optimisations à faire. Avec les affaires électroniques et la recherche et développement, c'est 2 programmes qui font bien ensemble. Et on va aller chercher un programme en particulier et toutes les dépenses qui n'ont pas, été touchées par un crédit d'impôt, on va réclamer le reste avec l'autre crédit d'impôt. C'est la même chose avec les subventions. On va, avec un projet où on réclame les crédits d'impôt de recherche et développement, dans les annexes fiscales, on nous demande pour ce projet-là, est-ce que vous avez reçu d'autres sources d'argent gouvernementales? Et oui, il faut déclarer à ce moment-là des subventions. Le cas le plus fréquent, ça va être le PARI, le programme d'aide à la recherche industrielle, qui est une subvention qui couvre le même genre de dépenses et le même genre de projet que la RSCDE. Et donc, dans les annexes fiscales où on déclare le programme, on déclare les dépenses puis le projet de RSCDE, on a une ligne où on nous demande est-ce que vous avez reçu des aides gouvernementales? Et là, il faut déclarer l'argent qu'on a reçu du PARI. Ce qui fait que si on va chercher jusqu'à 74 % de crédit d'impôt en recherche et développement, et qu'on va chercher 80 % des salaires avec le PARI, mais on ne va pas aller chercher 154 %
des dépenses en mettant les deux ensemble. Ça ne sera pas la somme des deux. Ça va être, il y a une partie du montant qui va se recouper. Quand on parle de subvention, il y a une ressource qui est très intéressante et qui est tout à fait gratuite. C'est celle-ci. Sur le site du gouvernement canadien, Industrie Canada, c'est Business Benefits Finder. C'est le nom anglais. Le nom français, je n'ai pas l'hyperlien, je n'ai pas le lien pour le nom français, mais vous pouvez chercher aussi sur Google Business Benefits Finder, ça va vous amener au même endroit. Ce site-là contient, et c'est un site qui est administré par le gouvernement fédéral et qui contient les programmes fédéraux et provinciaux et municipaux. Donc, on a, si vous cherchez pour M. Malagon ici qui cherche des subventions ou de l'aide, subventions ou des prêts, parce qu'il y a aussi des prêts pour la transformation numérique, en allant sur ce site-là, vous pouvez définir votre entreprise ou l'entreprise cible pour laquelle vous cherchez de l'aide. Vous définissez ce que vous voulez des subventions, des prêts, des crédits d'impôt. Vous définissez votre taille d'entreprise, que vous êtes plus que 500, plus que 10. Vous définissez dans quelle province vous êtes, parce que les programmes varient d'une province à l'autre. Et en définissant votre situation, le site web va vous présenter toutes les subventions, crédits d'impôt, prêts qui vous sont admissibles à votre situation particulière. Donc, parmi les centaines de programmes, ça va vous présenter peut-être 12 programmes qui sont pertinents. Puis là, vous pouvez cliquer puis aller chercher un peu plus d'informations sur chacun. Donc, c'est une ressource intéressante quand vous voulez explorer les subventions par vous-même. Au niveau du volet technologique des crédits d'impôt de recherche et développement, les conseils sont les suivants. On veut bien documenter les problèmes technologiques et les regrouper en activités. Puisqu'on veut regrouper, on veut transformer le problème en tentative de solution. Donc, ça devient l'étape ou l'investigation. Le problème technologique va vous donner le début d'un prototype ou d'une activité expérimentale. Et vous voulez définir une série d'activités expérimentales. On veut aussi avoir une description par axe technologique et non projet client. Donc, l'exemple, on avait une entreprise pour laquelle on a fait la vérification de leur demande de crédit d'impôt. Et eux, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient des logiciels de simulation pour des grues. Et puisqu'ils avaient fait ça pour 13 modèles de grues, bien, ils avaient présenté 13 projets technologiques. Sauf que ce n'était pas la bonne approche. Puisque le projet client, c'est la grue, mais c'est très lié au client. C'est pas, on est loin de la recherche puis de l'investigation technologique. Alors, ce qu'il fallait plutôt, c'est de regarder c'était quoi qui était en commun dans l'ensemble des grues. Et probablement qu'on aurait eu un ou deux axes technologiques seulement qui traversaient les différents modèles de grues. Cette approche-là, c'est l'approche qu'on doit utiliser et donc rester loin du projet client et être le plus proche possible de la technologie. Chaque description doit respecter ou devrait respecter la terminologie de Revenu Canada. Et c'est là qu'on parle de mots comme hypothèse, conclusion, prototype, test. Donc, on veut éviter des mots comme essai et erreur. Et on veut mettre en évidence qu'on se rapproche d'un processus de recherche scientifique avec l'utilisation de mots comme hypothèse. On veut choisir les profils technologiques réclamés, c'est-à-dire les individus. Il faut que les gens qui font la recherche et le développement aient une qualification technologique adéquate. Donc, ça doit être des gens qui ont la formation typiquement universitaire, mais sinon l'expérience
du terrain dans le domaine pour lequel il réclame. Alors, on a déjà vu un cas où il y a un musicien qui dit, ben écoute, moi j'ai appris à programmer comme ci, comme ça, et puis je veux réclamer ma recherche et mon développement, mais ça ne se qualifierait pas, ça ne se qualifiait pas parce qu'il n'était pas encore un expert de par sa formation ou son expérience. Donc, on veut être, pour pouvoir innover, il faut qu'on soit à la limite de leading edge. Il faut qu'on soit à la limite de la connaissance qui est disponible dans l'industrie. Donc, on parle de documenter des problèmes technologiques. En faisant ça, on peut trouver de la matière plus granulaire. On veut éviter d'avoir des généralités comme ben, j'ai voulu améliorer la performance de mon logiciel. C'est beaucoup trop général. On veut aller beaucoup plus précis. J'ai voulu surmonter les transactions refusées avec l'API, avec tel module. Donc, on veut quelque chose de plus précis. On veut faire la démonstration de la diligence technologique. Donc, on veut montrer ou exprimer les différentes approches qu'on a tentées, mais aussi ce qu'on a cherché. J'ai cherché à trouver sur le site de la compagnie qui développe le logiciel avec lequel j'essaie d'interfacer. J'ai cherché l'information sur l'API tel qu'il est documenté sur le site de la compagnie et je n'ai pas trouvé l'information. J'ai contacté la compagnie et je leur ai demandé, pouvez-vous me donner des réponses sur comment interfacer avec votre API et je n'ai pas eu de réponse qui fonctionnait. Donc, c'est une belle démonstration ici de diligence technologique. La documentation va permettre aussi de déduire les incertitudes technologiques. Alors, l'exemple de une documentation ici qui est donnée. Alors, on a des fiches de suivi qu'on utilise et qu'on donne à nos clients qui leur permettent de faire un suivi, pas nécessairement quotidien, mais chaque semaine ou chaque mois pour présenter et se souvenir plus tard de quelles sont les étapes qui ont été tentées. Alors, on a un exemple ici d'un problème technologique. Échec de synchronisation de données pour cause de problèmes réseau spécifiques à WDM. Et les travaux qui ont été menés pour surmonter ce problème technologique, c'est monter ou démonter le réseau, synchroniser les données atomiques et les segments d'enregistrement, et on a développé un algorithme de décomposition et recomposition des enregistrements, et on a essayé des synchronisations asynchrones. Bon. Le résultat obtenu, ben, c'est que la synchronisation était devenue fonctionnelle et 3 fois plus rapide. Donc là, on a quelque chose de spécifique, mais aussi de mesurable. Donc, on veut documenter ces choses-là. Ici, vous voyez, c'est assez spécifique pour que ça soit crédible, que vraiment le travail a été fait et qu'il y a une senteur technologique à travers le texte. On disait tantôt, choisir des axes technologiques plutôt que les projets clients. Alors, imaginez ici, vous avez une collection de projets à gauche, des projets clients 1, 2, 3, et certains projets internes, projet interne 1 et projet interne 2. Donc, comment est-ce qu'on réclame ça? Est-ce qu'on réclame 3 projets pour les 3 projets clients et 2 projets pour les projets internes? Non. On veut éviter ça. Ce qu'on constate, c'est que quand on analyse les projets, on peut imaginer que le projet client 1 et 2 avait le même enjeu technologique qui était adressé et qui a été surmonté ou pas. Et on va définir ça comme l'axe technologique numéro 1. Ensuite, on avait peut-être le projet interne 1, le projet interne 4 et le projet client 2, où là, on a le même axe technologique. Donc, on voit le projet 2, là, il apparaît 2 fois. Le projet de client 2, il apparaît 2 fois. C'est possible. On a réalisé un projet, on n'a pas nécessairement juste un obstacle, on a peut-être plusieurs obstacles technologiques rencontrés. Et donc, on se trouve à assembler ici l'axe technologique numéro 2. Et les autres projets ensuite, un deuxième projet interne, puis il est possible qu'il y a des projets pour lesquels on ne va pas réclamer rien, là. Mais ici, on suppose qu'on va ramasser les projets existants. Fait qu'on a 3 projets ici qui constituent l'axe technologique numéro 3, et ça fait un projet de recherche et développement. Et on va présenter ces axes technologiques-là, on va présenter les incertitudes rencontrées, on va présenter les étapes et puis les avancements réalisés ou pas.
On veut respecter la terminologie de l'ARC. Alors, recommandation pour rédiger les descriptions, c'est de se baser sur les 5 questions de l'ARC. C'était le modèle d'évaluation que l'ARC utilisait il y a quelques années. Il ne l'utilise plus, mais les questions restent tout à fait pertinentes parce que ça reste ce qu'on doit répondre à travers simplement 2 questions. Aujourd'hui, il y a 2 questions, c'est le quoi et le comment, mais ça ne dit pas grand-chose, là. Vous allez voir que les 5 questions, c'est plus précis. Je vais vous les présenter à la diapo suivante. Et on veut organiser les travaux en activités et identifier et classer les documents qui supportent les activités. Donc, la documentation derrière ce qu'on documente a son importance. Les 5 questions, existait-il une incertitude technologique? Deuxième question, des hypothèses ont-elles été formulées? Troisième, est-ce que les travaux sont de nature d'investigation systématique? Est-ce que des avancements technologiques ont été réalisés? Et est-ce qu'il y a de la documentation contemporaine? Ces 5 questions-là sont mappées ou regroupées comme ça dans les 3 critères que je vous ai présentés au début. On parlait d'incertitude technologique, de contenu technologique, qui est l'investigation, et d'avancement technologique. Fait qu'on voit que la documentation traverse les 3 critères, mais que dans le contenu technologique, on a 2 questions, la question des hypothèses et la question de l'investigation systématique. Donc, vous imaginez que quand on dit juste « décris-moi le quoi et le comment », on ne va pas nécessairement penser à formuler des hypothèses ou avoir une démarche ou parler de la démarche systématique. Les feuilles de temps. Alors, on a un modèle de feuille de temps ici d'une autre époque, mais c'est un bel exemple qu'on peut adapter aux feuilles de temps informatiques que les gens peuvent utiliser maintenant. Ce n'est pas une obligation de documenter les feuilles de temps, de documenter le temps consacré à la R&D, mais c'est quand même une très bonne idée. C'est la preuve la plus solide généralement. Donc, si vous êtes en démarrage, peut-être que vous pouvez vous en tirer sans ça, mais dès le moment où vous avez fait une première réclamation ou dès le moment où vous commencez à avoir des dépenses plus importantes, ça devient plus justifié. Alors, vous avez l'exemple. On a l'exemple ici où on a des activités. On a parlé de synchronisation de données et de décomposition d'enregistrement. Ça réfère à ce qu'on je vous ai présenté quelques diapos plus tôt. Et là, on a des tâches. Ces tâches-là, c'est un menu déroulant. Donc, on a des tâches génériques qui peuvent se représenter, parce que ça, c'est spécifique, là. C'est très spécifique. Puis on peut avoir des centaines d'activités. Les tâches, par contre, on peut en avoir peut-être 10 ou 20 activités ou tâches typiques qui reviennent. Donc, la programmation revient dans chacune des activités. Et puis, dans la feuille de temps, bon, on a un menu déroulant qui nous permet de choisir la tâche. On va préciser les heures et on peut ici optionnellement avoir une colonne où on mettrait est-ce que c'est potentiellement de la R&D ou est-ce qu'il y a un défi technologique? Et si oui, ça rend plus facile le traitement et l'analyse des feuilles de temps en fin d'année. On peut exporter les feuilles de temps puis dire, ben, sors-moi toutes les activités potentiellement R&D, puis ça te permet d'éviter ou d'enlever des activités qui ne seraient pas admissibles. Et là, on a une description qui est sur mesure. Là, celui qui remplit les feuilles de temps, il est appelé à donner plus d'informations sur qu'est-ce qu'il a fait dans l'activité synchronisation de données. Bien, il a fait une série d'activités spécifiques et puis il les documente ici. Donc, c'était une intégration avec un logiciel comptable, d'après ce que je vois. OK? Alors, les activités qui sont réclamables en recherche et développement, on a ici quelque chose qui est assez logiciel, mais ça s'applique aussi dans l'ingénierie, le domaine du génie. On peut par extension imaginer les activités qui sont appropriées au domaine du génie ou dans les sciences de la vie ou le manufacturier. Donc, on a la partie intellectuelle de l'investigation, la rétro-ingénierie d'un produit ou d'une technologie existante, l'analyse. On a l'architecture logicielle, le design, les algorithmes, le codage, les calculs d'ingénierie.
On a la partie de documentation des spécifications techniques, la programmation informatique, le génie logiciel, la conception et la validation de prototypes. Alors, quand on parle de prototypes, c'est le plus pur exemple de ce qui serait de la recherche et du développement, parce que si vous choisissez de développer un prototype, c'est que vous dites, je dois tester une partie, un sous-ensemble de mon produit ou de ma technologie. Parce que si j'étais sûr de pouvoir le faire du premier coup, je ne ferais pas de prototype, je ferais le produit final en partant. Alors, le prototype est intéressant, c'est quelque chose de jetable, et donc, c'est une étape parmi plusieurs étapes de prototypage, probablement. Le débogage aussi, certains débogages qui touchent à l'architecture sont admissibles. Des collectes de données pour l'analyse et les tests, surtout quand on parle d'intelligence artificielle, par exemple, on dit que les données, le travail sur la préparation des données, l'analyse, le nettoyage, c'est 90% du travail dans l'intelligence artificielle. Donc, ça devient une partie incontournable de votre projet de recherche et développement et ça devient une partie qui est admissible. Et le nettoyage des données, ça ne se fait pas nécessairement avec quelqu'un qui a un diplôme. Donc, vous avez des gens qui peuvent avoir des formations moins poussées, moins techniques, qui vont quand même être admissibles comme activité de soutien. Les activités non admissibles, d'abord, pratique courante, c'est comme l'inverse de recherche et développement. C'est quelque chose qui est disponible sur le web. C'est disponible avec vos collègues, puis ce qui est disponible à l'école. Alors, donc, pratique courante, technique déjà connue dans l'industrie, dans le domaine public ou qui est enseignée à l'école. La formation et l'apprentissage. Des fois, les gens nous disent, ben, écoutez, j'ai appris, moi, la cryptographie pour pouvoir développer de la cybersécurité. Est-ce que c'est admissible? Ben, quand c'est de la formation, c'est que vous n'êtes pas encore un expert. Il faut que la formation soit terminée pour pouvoir dire vous êtes un certain expert maintenant et là, on peut commencer à réclamer le travail que vous allez faire après la formation. Des choses comme des contrôles de qualité. Bon, il y a des contrôles de qualité qu'on répète chaque fois qu'on fait une nouvelle itération d'un produit. Ça se trouve à être quelque chose qui n'est pas nécessairement de la recherche et du développement. Et des trucs de marketing et la vente et ces choses-là ne sont évidemment pas de la recherche et du développement accessibles à des crédits d'impôt. Des profils technologiques, on veut décrire, on veut s'assurer d'avoir des bons profils et les décrire on a l'exemple ici où on décrit leur formation, leur expérience pertinente au développement technologique, mais aussi le rôle qu'ils ont eu en recherche et développement. La documentation est de plus en plus importante et raison d'un refus en bloc par Revenu Canada. Des fois, c'est la façon de se débarrasser d'une réclamation. On dit, garde, la documentation n'est pas suffisante, donc, garde, pas de documentation, tu es refusé. Je n'ai pas besoin de donner plus d'explications. Et c'est difficile de surmonter cette pente-là comme entreprise parce que l'auditeur dit non, puis tant qu'il n'y a pas d'audit, j'ai le droit de te refuser. Et donc, ça donne un discours qui est difficile puisque techniquement, à défaut de documentation, vous êtes en défaut. Mais la pratique, c'est que la documentation n'est pas toujours obligatoire. Et ça dépend de la situation de l'entreprise aussi. L'entreprise plus jeune, moins mature, va être moins appelée à avoir de la documentation qu'une entreprise qui est plus établie. On dit que pour être crédible, la documentation doit être contemporaine. Donc, c'est un peu futile de vouloir se rattraper après coup, surtout si vous êtes audité puis vous dites je vais écrire de la documentation a posteriori. C'est difficile d'être crédible parce que vous n'êtes pas capable de vous souvenir que c'est il y a 9 mois que vous avez rencontré tel problème particulier, que vous avez contacté la firme de développement de logiciels avec lequel vous essayez d'interfacer, puis vous avez obtenu des réponses, puis vous avez obtenu un courriel de réponse qui devient une preuve. Donc, l'information devrait être contemporaine, donc au fur et à mesure de vos projets tout au long de l'année.
Et ça permet de démontrer une démarche systématique en incluant vos hypothèses et les tests que vous avez réalisés. Et la documentation doit permettre de refléter les efforts qui ont été menés par rapport au projet. Donc, la quantité d'activités menées, mais aussi leur complexité, peuvent aider à crédibiliser votre projet technologique. Mais tout ça, c'est quelque chose qui est un peu flou parce que vous n'êtes pas en mesure de mesurer la complexité. Vous dites, je pense que c'est complexe ce que j'ai fait, et l'auditeur doit être amené, comme vous, à dire oui, je suis d'accord que votre projet avait la complexité désirée. Mais ici, c'est quelque chose qui est sujet à interprétation et ça évolue dans le temps. Parce que ce qui était technologique il y a 5 ans en informatique, aujourd'hui, ça peut être de la pratique courante. Ensuite, ce qui était très innovateur en intelligence artificielle il y a 10 ans, aujourd'hui, c'est comme complètement plus de la recherche et du développement. Si vous parlez, par exemple, d'intelligence artificielle générative, telle que ChatGPT le fait, c'était innovateur il y a 10 ans, mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il faut faire autre chose en intelligence artificielle pour se qualifier. Une démonstration de l'importance de la documentation, c'est que quand on fait notre demande de crédit d'impôt de recherche et développement, on est appelé à remplir un formulaire dans les annexes fiscales pour dire c'est quoi la documentation que vous avez. Et donc, imaginez, vous n'en avez pas, vous arrivez ici, puis votre comptable doit pour vous remplir vos annexes fiscales, ben, vous allez mettre tout ça en blanc. Fait que là, ça soulève un drapeau auprès de Revenu Canada qui dit, ben, le client réclame des crédits d'impôt, mais ici, toutes les cases sont vides. C'est comme, ça vaut la peine d'aller investiguer puis d'aller rencontrer l'entrepreneur pour lui poser des questions. Et c'est le genre de choses que vous voulez éviter le plus possible. Les audits ne sont pas systématiques. Ça arrive peut-être une fois à tous les 5 réclamations. Et donc, vous voulez que ça soit, le plus de réclamations possibles se passent sans qu'il y ait d'audit. Ça vous sauve du temps, mais aussi quand il y a un audit, il y a toujours une chance que vous soyez écorché et qu'il y ait une coupure de vos crédits d'impôt qui arrive. Alors, on voit le genre de documentation qui est demandée. Documentation de planification, feuille de temps, les essais, registre de projet, carnet de laboratoire, l'architecture du système et le code source. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent voir le code source, puis généralement, ce n'est pas suffisant. Vous ne pouvez pas donner comme preuve le code source en disant à Revenu Canada, débrouille-toi avec ça, c'est ma preuve. Non, ils ne vont pas faire l'analyse du code source que vous avez développé. Il va falloir que vous montriez à un autre niveau, un niveau supérieur, que vous avez fait de la recherche et du développement, même si le code source, c'est la preuve ultime, mais ce n'est pas interprétable par un humain facilement. C'est quoi les essais que vous avez menés, des rapports de progrès, les rapports de progrès et des comptes rendus que vous avez menés sur le projet, des essais, des photographies et des vidéos. Donc, si vous avez une discussion avec vos collègues et vous mettez ça au tableau, vous avez des dessins et puis des schémas au tableau, prenez la photo. C'est une belle preuve qu'il y a eu de la réflexion et que ce n'était pas évident ce que vous faisiez. Ensuite, est-ce qu'il y a eu des échantillons ou des prototypes et des contrats? Si vous avez des contrats de recherche et développement en sous-traitance et que vous faites un contrat pour quelqu'un d'autre, le contrat, il donne l'information sur la nature de votre projet. J'avais des questions, si tu le permets. Je t'en prie. J'en avais 3 que j'ai pris en note. La première, c'est de savoir, est-ce qu'il faut conserver les prototypes physiques quand il y a le cas, ou il faut les documenter au maximum parce que les prototypes, là, à un moment donné, on en a un peu trop. J'en ai d'autres. Si tu veux, préfère commencer par répondre celle-là. Bien, ce que j'ai envie de faire, puisqu'il me reste 2 diapos, c'est OK. que je vais finir mes 2 diapos, on va remettre l'écran, on va pouvoir se voir le visage et je vais OK. répondre à toutes tes questions. Ça marche. Sinon, j'aurais répondu au fur et à mesure. Ouais. Ça marche, c'est bon. Alors, ici, on dit avenir, autre
présentation dans le futur, c'est une présentation qu'on a déjà donnée, mais si vous suivez les présentations qu'Emergex donne en allant sur notre site et en regardant dans la section événements, vous verrez qu'on donne régulièrement la présentation qui s'appelle Comment survivre aux audits, comment prévenir sinon survivre aux audits de Revenu Canada, qui est encore là quelque chose pour les gens qui réclament déjà. C'est quelque chose qui peut être pertinent pour vous. Et on arrive à la période de questions. Alors, j'arrête le partage. On revient avec les visages de tout le monde. Oui, alors Mathieu, la question des prototypes, c'est que tu as des prototypes physiques, effectivement, l'idéal, c'est de les garder physiquement en entrepôt ou dans une armoire. C'est sûr que c'est meilleur. Maintenant, s'il faut absolument les jeter, ou les recycler, à ce moment-là, prendre des photos ou des vidéos, ça devient une belle alternative comme démonstration. Alors, effectivement, nous, on avait un client qui faisait du développement avec des produits en aluminium et puis il gardait des prototypes dans le coin de l'usine, mais à un moment donné, c'était quand même des grosses structures. Et à un moment donné, on ne pouvait pas remplir un quart de l'usine avec des prototypes. Ça coûte cher d'usine juste pour ça. Et puis, l'aluminium, il pouvait le revendre, puis aller chercher, recycler le produit, puis le réutiliser. Donc, c'était le cas parfait où on gardait certains prototypes, pas tous, et puis on prenait des photos des autres prototypes avant de les détruire. Ça, c'était une question. Il y en avait une deuxième, je pense, Mathieu. Tout à fait. Enfin, il y avait une deuxième et une troisième. La deuxième, elle est plus simple. C'est au niveau de l'ARC et puis de Revenu Québec, est-ce que ce sont des experts? Est-ce que ce sont des ingénieurs, des techniques? Ou c'est monsieur... euh, euh, Un fonctionnaire voilà. administratif, oui. C'est des fonctionnaires? Non. Oh, ce sont des fonctionnaires, mais des fonctionnaires qualifiés. Donc, dans le cas de Revenu Canada, ça va être des gens qui sont des ingénieurs ou des PhD ou des maîtrises dans le domaine technologique que vous développez. Okay. Et donc, si vous développez du logiciel, ce sont des gens qui ont l'expérience du monde du logiciel. Et ils ont à travers le Canada des centaines de représentants, des centaines d'experts, et ils sont en mesure d'aller chercher l'expert qui correspond à votre domaine technologique. Ça, c'est pour Revenu Canada. Revenu Québec, ce sont plus des comptables, des avocats ou des gens d'administration, mais ils ne sont pas appelés à faire la décision sur votre recherche et développement. Revenu Québec va laisser Revenu Canada confirmer que votre projet est admissible et eux vont juste poser des questions sur des factures, sur les feuilles de temps, sur les contrats, les sous-traitants. D'accord. La dernière question, c'est au niveau de la rétro-ingénierie. C'est très large hein, comme sujet. Maintenant, juste pour savoir si c'est admissible dans un cas en particulier, parce que souvent la rétro-ingénierie, là, ça correspond à une grosse partie d'un projet. Mm-hmm. Si, mettons, est-ce que ça rentrerait si, mettons, un client ou un fournisseur, un partenaire nous a vu un équipement ou une technologie ailleurs, puis il veut se baser sur cette technologie-là pour faire quelque chose de meilleur. Est-ce que faire la rétro-ingénierie de l'équipement qui est, mettons, aux États-Unis, en Chine ou en Europe, est-ce que ça rentre, ça fait partir de, est-ce que c'est inclus ou même si ça prend 8 mois, mettons? Parce que je dois avoir des limites quand même. La durée n'a pas d'importance, l'ampleur de l'effort non plus, tant que c'est une dépense qui se qualifie. Et donc, comprendre un produit concurrent, le démonter, l'analyser, essayer de comprendre le code, c'est des choses qui font partie de l'analyse, qui font partie de l'investigation. Donc, c'est une activité qui est admissible. Et il n'y a pas de limitation sur le nombre de ressources qui y travaillent ou le temps qui est consacré. D'accord. Madame Annie Djamgou, bonjour. Votre micro est coupé. Oh, oui, désolé. Merci, bonjour. Bonjour. J'avais vu que vous vous étiez inscrit, mais vous êtes arrivé un peu plus tard qu'au début. Oui.
J'ai Oui. regardé sur LinkedIn, j'essaie de vous trouver sur LinkedIn. Est-ce que vous êtes sur LinkedIn? Non, Ah, OK, non, d'accord, pas c'est pour encore. ça. Parce que j'ai trouvé une infirmière qui s'appelait Annie Djumgu et qui était en Afrique. Donc, je me suis dit, est-ce Peut-être que c'est c'est peut-être elle ou mon pas? ancien profil, je sais pas. Ah, d'accord, OK. Oui, Et parce que vous, je vous viens faites quoi maintenant? Vous êtes basé à quel endroit? présentement, je suis à Montréal, au Québec. D'accord. Et vous êtes est-ce que vous travaillez pour une entreprise technologique? C'est pas vraiment technologie, c'est un centre télébancaire. Un quoi, vous dites? Un centre télébancaire. Sans télébancaire, d'accord. OK. Alors, j'espère que vous avez pu, malgré tout, être sensibilisé au crédit d'impôt de recherche et développement. Euh, très bien. Donc, Alors, s'il vous plaît, oui, donc si j'ai bien compris, l'exposé, en fait, ça parle pour les entrepreneurs, plus précisément, c'est ça? Pour les gens qui ont leur propre entreprise, c'est ça? c'est pour les entreprises technologiques. Donc, ça peut être l'entrepreneur, ça peut être le directeur technologique, ça peut être le directeur financier. Ce sont typiquement les gens qui s'intéressent au crédit d'impôt et qui travaillent à la réclamation de la préparation du crédit d'impôt. Mais ça doit être une entreprise technologique. Ah, Technologique dans le sens large, ça peut être dans le secteur agricole, où il peut y avoir de la technologie, de la recherche et du développement, ah, les sciences de la vie, les cosmétiques, le secteur agroalimentaire, on en trouve partout. Et là, ah, je donne l'exemple de secteurs qui sont considérés comme peut-être moins technologiques, mais oui, dans ces secteurs-là, il peut y avoir quand même de la technologie et de la recherche, et c'est là qu'il peut y avoir des crédits d'impôt qui seraient admissibles. d'accord, je comprends mieux, merci. Voilà. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'ai une autre question qui vient de popper là. Oui, Si mettons une start-up, si mettons pour mon entreprise, je développe, en dehors de mes activités, je développe, mettons, un robot agricole, un robot oui. autonome. C'est un projet interne dans le but de pouvoir le commercialiser à un moment donné, à un temps donné. Est-ce que c'est admissible à la RSDE si c'est un projet interne? Oui. Ok. Alors, imaginons une entreprise qui développe pour ses propres besoins. Si les critères sont respectés, oui, ça en fait un projet qui est admissible. Si c'est un projet qui est destiné à être vendu, c'est encore plus facile de faire la démonstration parce que le produit qui est à être vendu, souvent son niveau de qualité va être plus élevé. Quand on développe pour l'interne, même si des fois le logiciel plante, ben, on dit aux employés, ben, écoute, reboot et puis recommence. Donc, on peut vivre avec ça. Même chose pour à l'interne, si vous faites un robot qui va faire la récolte des fraises, par exemple, ben, même s'il n'est pas beau, même s'il n'est pas peinturé, même s'il y a des morceaux qui dépassent, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il fait son travail. Et puis, on va trouver l'admissibilité à la recherche et au développement. Dans le cas de ton projet, ce qui est important, c'est de s'assurer qu'il y a des dépenses. Parce que je comprends que tu as ton activité principale et tu as ton projet de robot qui est à côté. Alors, pour pouvoir réclamer des crédits d'impôt, il faut t'assurer de concentrer des dépenses dans un exercice financier. Souvent, on voit les entrepreneurs qui viennent nous voir et qui disent, moi, je me suis sacrifié pour mon entreprise, je ne me suis pas versé de salaire. Ben, c'est bien pour développer ton entreprise, ça n'a pas coûté cher, mais il n'y a pas de crédit d'impôt qui vont avec. Alors que dans ton cas, imagine pour ton exercice financier, tu pourrais imaginer, il y a un exercice financier, par exemple, tu dis, regarde, je ne me verse pas de salaire, mais je garde mes économies. Puis à ce moment-là, cette année-là, ça en va aux poubelles, il n'y aura pas de crédit d'impôt là-dessus. Puis l'année suivante, là, tu prends tes économies, tu te verses un salaire, tu te verses les retenues à la source, et cet argent-là va te revenir sous forme de crédit d'impôt. Et donc, puis tu peux, à ce moment-là aussi, prêter de l'argent à ton entreprise pour financer le salaire. Et puis, dans ton cas, comme tu sais, tu pourrais aller chercher un prêt de FAS, qui est la Fédération africaine-canadienne économique, où ils ont des prêts de jusqu'à 250 000 pour les gens de la communauté noire ou les communautés de la diversité. Et ce prêt-là te permettrait de te verser un salaire pendant le temps que tu développes.
qui peut lui revenir en RSDE. Tout à fait. Oui, oui. S'il vous plaît, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'il faudrait absolument que l'entreprise soit basée au Canada, vu vous avez dit que ça peut arriver qu'il y ait des descentes, si les documents sont à jour, si on a tous les documents demandés, est-ce que l'entreprise doit forcément être basée au Canada? Le programme de crédit d'impôt est destiné, c'est-à-dire l'argent du gouvernement ne veut financer que des salaires de résidents canadiens ou de payeurs de taxes canadiens. Donc, tout ce qui est extérieur au pays ne sera pas admissible. L'entreprise extérieure au pays ou les ressources extérieures au pays ne seront pas admissibles à ce programme. Le propriétaire ou bien est résident permanent du Canada, c'est ça? C'est plus le statut de contribuable qui compte. Okay. Donc, est-ce que la personne, elle est résidente, citoyen, résident, ou c'est le statut exact, là. Ce qui est important, là, c'est contribuable qui paye des impôts au Canada, ou qui est admissible, oui, qui paye des impôts au Canada pour se qualifier. Je pense, Pierre, qu'il faut que l'entreprise soit déclarée au Canada, au Canada également, je pense. Incorporée au Canada. Absolument, tout à fait. Okay. C'est-à-dire, pour que ça soit une entreprise qui soit un contribuable canadien, il faut forcément qu'elle soit au moins déclarée au Canada. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, parce que ça pourrait être une entreprise qui existe au Canada, mais qui n'a pas d'activité commerciale, par exemple. Ça pourrait être une entreprise sans but lucratif. Et à ce moment-là, ce n'est pas un contribuable canadien, il n'y aura pas de crédit d'impôt dans cette situation-là. OK. Alors, excellent. Alors, sur ce, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous remercier. Et ceux qui veulent une copie de la présentation, envoyez-nous un petit courriel où Sam va vous envoyer un message de remerciement et vous pourrez répondre comme quoi vous êtes intéressé à recevoir la présentation. Sam, tu avais des commentaires? Oui? Non. Parfait. Non, ça s'est super bien passé, je trouve. Excellent. Fait que donc, un petit courriel de remerciement et puis ceux qui veulent, on pourra vous envoyer la présentation. Merci. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.